Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps, dominé par un titre, bien sûr, ce 11e jour de guerre entre Israël et l'Iran. Donald Trump qui s'interroge à présent sur la possibilité, je cite, d'un changement de régime à Téhéran. Téhéran qui menace les États-Unis de riposte après les frappes de dimanche contre 3 de ses sites nucléaires, mais sans passer à l'action ni militaire ni politique pour le moment. La répression, en revanche, contre les traîtres présumés est imparable. Les bases militaires américaines de la région sont en alerte maximum et il y a eu des alertes ce matin dans le ciel de Jérusalem et de Tel Aviv. On va retrouver Julie Dongelov dans un instant. Une édition spéciale donc de Parlons-en consacrée à l'histoire qui se joue encore sous nos yeux avec édition spéciale donc avec Thierry Coville, William Jordan, Antoine Mariotti. Bonjour messieurs, merci d'être là. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h45. C'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Thierry Coville. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, auteur de l'Iran, la révolution invisible, qui est sorti aux éditions La Découverte. À vos côtés, William Jordan, bonjour. Merci d'être là, ancien diplomate américain, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient. Et puis avec nous aussi Antoine Mariotti. Rebonjour Antoine. Bonjour Pauline. Vous êtes ici chez vous, chroniqueur international ici à France 24, ancien correspondant de la rédaction à Jérusalem. Et vous êtes spécialiste de ce dossier du nucléaire iranien. Vous aviez couvert notamment toutes les négociations de 2015 ainsi que le départ avec fracas des Américains en 2018. Avant de vous entendre tous les trois faire le point sur ce 11e jour de guerre et dans l'attente d'une éventuelle riposte et réponse iranienne, on va retrouver Julie Dongelov qui est notre envoyée spéciale à Tel Aviv. Bonjour Julie, je le disais à l'instant, parmi les réponses iraniennes aux frappes de ce week-end, il y a ces raids aériens ce matin, alerte dans le ciel et de Jérusalem et de Tel Aviv. Vous êtes à Tel Aviv, dans un endroit sécurisé en sous-sol depuis plusieurs dizaines de minutes maintenant ? Oui, tout à fait. Les sirènes ont retenti avec un appel imminent pour la population de se mettre à l'abri dans ces abris sécurisés. Je me trouve donc dans mon hôtel avec ces escaliers qui servent d'abri à tous les résidents de cet hôtel, avec un sous-sol qui est également renforcé. Il faut noter qu'à chaque alarme, il y a une réelle discipline de la population ici en Israël qui est habituée à se mettre à l'abri, qui s'est organisée depuis la dizaine de jours que dure cette guerre avec l'Iran, pour d'ailleurs trouver des abris sécurisés chez des proches qui s'installent également dans des stations de métro ou encore des parkings souterrains. Ce que disent les médias israéliens actuellement, c'est que l'attaque de missiles iraniens vise plusieurs portions du territoire, notamment la zone d'Ashdod, le sud, le nord et donc le centre d'Israël, où je me trouve. On ne sait pas encore s'il y a des blessés ou des impacts sur cette nouvelle salve de missiles. Ce que me disait la population avec laquelle je parlais hier suite à l'intervention des États-Unis en Iran, c'est qu'à la fois ils étaient très satisfaits que les États-Unis rejoignent Israël dans ce combat contre l'Iran, mais qu'à la fois ils craignaient la réplique iranienne. Et c'est vrai que depuis que les États-Unis sont entrés entre guillemets dans cette guerre, on a pu voir de nombreuses salves de missiles. Hier, nous étions d'ailleurs dans la banlieue nord d'Israël où plusieurs bâtiments avaient été intégralement détruits. Et grâce justement à la discipline des Israéliens qui se mettent à l'abri, seule une quinzaine de blessés très légers étaient à déplorer. En revanche, les dégâts matériels étaient très importants. Julie Dongelov depuis Tel Aviv, merci beaucoup Julie. William Jordan, pour rebondir sur ce que disait Julie Dongelov à l'instant et pour tenter de qualifier le moment qu'on est en train de vivre, il y a quelque chose de singulier. Julie disait depuis que les États-Unis sont entrés en guerre, les États-Unis disent ne pas être en guerre contre l'Iran mais contre son régime, son arsenal nucléaire. L'Iran dit ne pas être en guerre non plus contre les États-Unis. Alors qu'est-ce qu'on est en train de vivre depuis 24 heures ? On pourrait dire en anglais, it's totally nuts. C'est complètement fou. Hein. C'est en fait avec la valse d'hésitation de Trump et aussi les tergiversations sur l'objectif de cette opération. Est-ce que c'est pour contribuer à un éventuel changement de régime ou si c'est
uniquement des frappes ciblées, ce qu'on appelle surgical strikes, des frappes chirurgicales. On ne sait pas, mais on attend les résultats des frappes et ça a provoqué, bien sûr, des remous au sein de la classe politique aux États-Unis sur la question de la légalité de ces actions faites. Mais donc, pour moi, ça risque ce qu'on redoutait depuis des décennies presque, c'est-à-dire un nouvel embourbement des États-Unis dans le conflit, traîné par les Israéliens qui étaient très motivés pour frapper l'Iran, comme je viens de dire, depuis des décennies. Et on attend beaucoup en termes de la réaction régionale, surtout de la part des États arabes, comme l'Arabie saoudite surtout. Et donc voilà, c'est comme je viens de dire, on est dans un état, je pense, à titre émotionnel, de bouleversement chez les Américains. Mais pour Trump, je pense que c'était assez clair pour lui de frapper ou d'aider les Israéliens. Et moi, je dis, Dieu merci que c'était des frappes assez ponctuelles et ciblées, mais on attend une riposte éventuelle de la part des Iraniens. On va revenir sur les différentes options qui s'offrent, si je peux dire, à l'Iran. Antoine, beaucoup d'incertitudes depuis hier matin et sur l'efficacité réelle de ces frappes américaines. Au sein de l'administration américaine, les versions sont un peu différentes et, comme le rappelait M. Jordan à l'instant, sur l'intention profonde de Donald Trump qui a dit cette nuit ne pas exclure l'idée que le régime à terme soit renversé. Alors quoi ? Manifestement, à ce stade, mais comme tu peux bouger d'une heure à l'autre avec Donald Trump, il faut être prudent. Pour l'instant, il n'y a pas de volonté de changement de régime officiel, en tout cas dans les faits, parce que les cibles ont été très précisément des sites nucléaires où les Israéliens leur avaient dit « venez nous aider à finir le boulot ». D'ailleurs, Donald Trump, dès que ça a frappé, il a fait un message sur les réseaux sociaux en disant « maintenant est venu le temps de la paix ». Autrement dit, maintenant, allez hop, ça suffit, on arrête, on a fait le boulot. Benjamin Netanyahou ne l'entend pas de cette oreille-là, manifestement, parce qu'il a dit que ça allait continuer. Donc il faudra voir ça. Maintenant, en effet, il y a de premiers messages de Donald Trump qui, plus ça va, plus il change de version et évolue. Je rappelle qu'il y a 10 jours, il était complètement contre des frappes israéliennes en Iran, qu'il a retenu à plusieurs reprises Benjamin Netanyahou, qui avait dit publiquement c'est pas vrai, Trump ne m'a pas retenu. Du coup, Trump est allé dans la presse en disant si, je l'empêche bien de frapper. Bon, il y a tout ce petit jeu. Et il a fini par dire nous contrôlons le ciel iranien, y compris nous, donc américains, alors qu'il n'y avait pas une mouche américaine dans le ciel iranien à ce moment-là, pour finalement accéder à la demande des Israéliens d'aller frapper donc un peu plus durement le programme nucléaire iranien, même si on peut en parler plus longuement, mais le programme nucléaire n'est pas à terre non plus, il est très sévèrement endommagé, bien sûr, mais il ne faut pas non plus penser que tout est terminé. Donc il faut voir jusqu'où ça peut aller, parce qu'en effet, maintenant, il envoie des messages sur son réseau social préféré, le sien d'ailleurs, Truth Social, pour dire, bon, c'est un gros mot, un régime change, changement de régime, il ne faut pas trop en parler, lui qui l'a toujours banni d'ailleurs, mais après tout, s'ils ne font pas ce qu'il faut, s'ils ne font pas Make Iran Great Again, en référence à son slogan Make America Great Again, alors... On est passé de MAGA à MIGA ces derniers jours. Exactement. Donc on est passé de MAGA à MIGA, avec évidemment de nombreux points d'exclamation, comme il en a l'habitude. Bien sûr, Thierry Coville, avant de revenir sur l'état des destructions réelles, bien que là, on marche sur des œufs sur le sujet, on vit un moment quasi orwellien. Pour faire la paix, faisons la guerre, c'est ce que dit Donald Trump. Ah oui, je suis très content que vous utilisiez cette expression, parce que moi j'y pense souvent, je dis est-ce que je peux en parler dans les médias ? Oui, c'est le vrai et le faux et le vrai... on est en pleine nuit, on dit qu'il fait jour. Il faut rappeler quand même que le caractère complètement illégal de la guerre commencée par Israël. Donc, aux dernières nouvelles, l'attaque préventive, ça n'existe pas dans la Charte des Nations Unies. Alors, il y a des gens qui nous disent, oui, mais bon, ça se discute. Ah bon, donc moi, en France, je grille un feu rouge, on m'arrête, je dis, ça se discute. Non, c'est le droit international. Alors, voilà, c'est le droit international. On n'a pas le droit d'attaquer un pays si on estime qu'il constitue une menace. On n'a pas le droit. Puis, alors, il y a un autre élément, alors ce serait bien d'en parler, c'est que
je parle sous le contrôle d'un spécialiste, mais on sait très bien que l'Iran, effectivement, enrichissait l'uranium à 60%, ce n'est pas un secret, mais il n'avait pas pris la décision d'aller vers la bombe atomique. Donc il n'y a pas un service, enfin il faut le dire, peut-être parce que c'est important, ça a déclenché une guerre. Il y a déjà eu, je crois, 25 morts en Israël, des centaines de morts en Iran aussi. Donc quand même, donc l'Iran n'avait pas pris la décision d'aller vers la bombe atomique. C'est deux choses différentes, entre vouloir être une puissance du seuil, c'est-à-dire maîtriser la technologie d'enrichissement de l'uranium, entre parenthèses, discuter avec un spécialiste du nucléaire. Il y a un spécialiste du nucléaire français qui m'avait dit il y a quelques années, faire du nucléaire civil. Quand on fait du nucléaire civil, quand on enrichit l'uranium, on peut faire du nucléaire militaire. En revanche, ce que dit la IEA, c'est que l'Iran, Antoine, ne respectait pas ou plus ses engagements. Si je peux terminer. Bien sûr, oui. Si je peux terminer. Raphaël Grossi a fait une déclaration hier. Il a dit, patron de l'IEA. Patron de l'IEA, il a dit il n'y a aucun élément, parce que c'est de la manipulation, on n'a aucun élément dans le dernier rapport de l'IEA, qui effectivement reproche des choses de l'Iran, disant que l'Iran a pris cette décision. C'est quand même important. Le Japon et l'Allemagne sont des puissances du seuil. L'Iran n'avait pas pris cette décision d'aller vers le nucléaire militaire. Moi, ce que j'attends, je parle sous contrôle des spécialistes, que Donald Trump nous montre ces documents. Est-ce qu'il a des preuves? Parce que c'est quand même important. Enfin, on retrouve à l'Irak de 2003. Est-ce qu'il a des preuves effectives, des documents qui montrent que l'Iran a pris cette décision? Antoine, là-dessus? Oui, mais je vous rejoins parce qu'il faut quand même remettre dans le contexte. Déjà, la déclaration de Benyamin Netanyahou, quand il annonce ses frappes, il dit ils sont à 60%, ils sont très proches. Quand vous enrichissez de l'uranium, vous n'avez pas besoin, pour une utilisation civile, d'être à 60%. Mais on est dans de la provocation, on est dans un bras de fer, etc. Vous avez besoin de l'enrichir à hauteur de 90% pour pouvoir ensuite en faire une bombe nucléaire. Et c'est pas fini. Ce serait trop simple. Une fois que vous avez ce stock à 90%, que vous avez ces capacités-là, et en effet, entre 60 et 90%, c'est le travail de quelques semaines, mais ça ne suffit pas. Derrière, il y a un travail de miniaturisation, il y a différentes choses, le transformer encore. Donc, il fallait encore au moins quelques mois. Des essais. Des essais. Il fallait au moins quelques mois, au bas mot, pour pouvoir avoir une bombe atomique. Et quand vous prenez la déclaration de Benyamin Netanyahou le jour des toutes premières frappes en Iran, c'est un copier-coller, mais au mot près et sur les mêmes durées que le discours qu'il faisait il y a 15 ans. En 2006 et même avant. Donc il faut être prudent là-dessus. Il faut se rappeler à un moment donné ce qui se passait les 48 heures précédentes. C'est-à-dire que vous aviez la coalition de Benyamin Netanyahou qui était à deux doigts de tomber. Sur un sujet qui n'a rien à voir, qui était sur le sujet du service militaire des ultra-orthodoxes. Et qui voulait quitter la coalition gouvernementale, donc la faire tomber Benyamin Netanyahou, qui avait promis une exemption pour les ultra-orthodoxes. Et eux, ils disaient, vous ne l'avez toujours pas fait, on s'en va. Et il leur a pas promis de régler le problème, il leur a dit, on a une urgence, on a une menace iranienne sur le dos, vous ne pouvez pas faire tomber notre coalition, ce serait dangereux pour notre pays. Ils sont restés et ils ont négocié 2-3 bouts de ficelle sur ce sujet-là. Et juste après, il y a eu ce lancement. Mais on n'était encore une fois pas à 90%. Et quand vous parlez à différents spécialistes du nucléaire, vraiment qui sont plongés là-dedans, qui connaissent ça absolument par cœur, et c'est compliqué. Moi qui ai suivi toutes ces négociations, j'allais voir les négociateurs, parfois ils disaient, écoutez, même nous on n'y comprend plus rien. On laisse passer les experts dedans parce que c'est compliqué. Donc on n'était pas quand Donald Trump, pour être très clair, dit oui, pour moi ils étaient à 15 jours ou autre, c'est faux. Techniquement parlant, c'est faux. Et surtout, ce n'est pas ce que disent ses propres services de renseignement. Et j'en finis d'une phrase. Sous serment, devant le Congrès, la chef des renseignements américaine a dit il y a 2 mois, non, ils n'ont pas pris la décision, comme vous dites, de passer à 90%. Parce qu'il faut quelques semaines, mais il faut prendre la décision. Et il n'y a rien qui le montre. Et lui, il a dit, je m'en fiche de ce qu'elle dit, je crois. Pas je sais, je crois que ce n'est pas le cas. En revanche, et j'en finis là, pardon, ça fait 4 ans et 2 mois qu'ils enrichissent à 60%. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas un danger, mais ça ne fait pas 2 semaines, ça faisait 4 ans et 2 mois. En revanche, la IEA a bien dit que l'Iran ne respectait pas ses engagements. Bien sûr. Juste avant les frappes israéliennes. Oui. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, en 2015, il y a donc cet accord qui limite le taux d'enrichissement de l'Iran à 3,67%. Là, vous êtes certain que c'est pour la recherche médicale, contre le cancer, des radiographies, etc. Et en 2018, alors que l'Iran respecte l'accord, que tout le monde le respecte, que toutes les sanctions ne sont pas encore levées d'ailleurs, les États-Unis en sortent unilatéralement. Et là, les Européens disent aux Iraniens, attendez, on va essayer de les convaincre, donc ne commencez pas à faire n'importe quoi. Les Iraniens attendent quelques mois, ils finissent par voir que Trump ne change pas d'avis, donc ils commencent à enrichir au-delà. On est passé à 10 ou à 20% assez rapidement. Il y a eu des étapes comme ça qui ont fait que finalement on est arrivé à cette situation-là,
alors qu'on n'y serait pas si Donald Trump n'était pas, sous pression israélienne, sorti de l'accord unilatéralement en 2018. Bon, il n'empêche que la destruction de l'État d'Israël et pourquoi pas du grand Satan américain fait toujours partie de la colonne vertébrale du régime iranien. Voilà pour ces précisions importantes évidemment. Toujours est-il que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ce sont ces frappes israéliennes et américaines donc sur l'Iran. William Jordan, il y a quelque chose de singulier là dans l'histoire américaine. On l'a dit, Donald Trump n'était pas favorable au départ à ces frappes israéliennes sur l'Iran. Il a retenu le bras de Benjamin Netanyahou qui voulait cibler, a dit la presse américaine, le guide suprême iranien. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire américaine que les États-Unis se retrouvent emmenés malgré eux dans une guerre qu'ils ne voulaient pas ? Oui, et en ce qui concerne cette histoire de Trump et sa décision, par exemple, d'ignorer ou de passer par, de ne pas accepter le jugement de ces experts, à mon avis, ça c'est une question primordiale qu'il faut examiner, j'espère, un jour auprès du Congrès américain, mais avec les républicains en majorité, je pense que ça n'arriverait jamais. Mais il faut demander aux experts eux-mêmes comment ils ont jugé que l'Iran n'était pas forcément au moment de développer une arme atomique ou dans des délais assez précis, assez courts, en contradiction avec ce qu'avançaient les Israéliens et surtout Benjamin Netanyahou auprès de Trump. À mon avis, c'était une décision complètement politique de la part de Trump d'agir pour ne pas apparaître faible aux yeux des Américains. Mais c'est là qu'on a du mal à comprendre, pardon, je vous interromps, mais il a été élu sur la promesse d'être un peacemaker, d'être celui qui allait faire la paix. On voit les succès, c'est ironique bien sûr, en Ukraine. Il s'engage en Iran. Est-ce qu'il ne va pas se heurter un moment politiquement à sa base ? Bon, il faut dire que pour moi, qui est grand critique de l'administration Trump, que je trouve un régime assez réactionnaire qui est en train de mener une révolution chez les Américains, je dirais que quand même, il y a dans ce contexte-là un précédent qui se trouvait en Syrie juste après son investiture. Je pense que c'était en 2017. Il y avait des accusations que le régime syrien à l'époque a utilisé l'arme chimique. Donc ça évoquait les questions de la ligne rouge avancée par le président Obama. Et Trump a décidé de frapper. Trump a décidé, comme c'était le cas samedi soir, il a décidé de frapper de manière ciblée et ponctuelle sur des sites qui n'avaient rien à voir avec le plan opérationnel avancé par l'administration Obama d'anéantir l'ensemble du système de défense antiaérienne syrien à l'époque et même frapper sur les sites de commandement. Donc, je pense qu'il y a une sorte de logique chez Donald Trump. Il faisait d'une certaine manière le minimum pour finalement s'adresser à cette question des installations nucléaires enfourrées et difficiles à accéder et pour qui les Israéliens ne disposaient pas des armes nécessaires. Et c'était principalement pour montrer la force des États-Unis dans de telles situations, que c'est les États-Unis qui disposent seuls ces moyens. Mais je ne sais pas à quel moment il a mesuré les conséquences. Et c'est sûr qu'avant tout cela, il a essayé
comme le président Obama et le président Biden, de ne pas être emmenés, comme vous avez dit, dans un conflit non voulu. Voilà, donc ça, on comprend que le scénario idéal, je mets des guillemets, pour Donald Trump, ce serait que ces frappes dites chirurgicales aient été efficaces. On va peut-être reparler dans un instant de l'efficacité de ces frappes, qu'elles s'arrêtent là. Ça, c'est très théorique. Est-ce que vous imaginez, vous, aujourd'hui, Thierry Coville, l'Iran, dont certainement la capacité de riposte a été affaiblie depuis 10 jours, est-ce que vous imaginez l'Iran en rester là ? Vis-à-vis des États-Unis, je veux dire, parce qu'il y a eu des frappes sur Israël ces dernières heures, on l'a dit. Le régime iranien est quand même très calculateur. Donc ce que j'entends d'Iran actuellement, c'est qu'ils sont en train déjà d'évaluer les dégâts des frappes américaines. Ce qu'on entend, c'est qu'ils sont en train... Alors la première réaction était plutôt diplomatique. Qui me semble, on répète, non, ils disent l'évidence, je veux dire. Donc ils nous demandaient une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, disant que ces frappes sont illégales par rapport au droit international. Le ministre des Affaires étrangères iranien est un peu à la manœuvre. Je crois qu'il a été... Vous voyez, Vladimir Poutine aussi... Il va tout à fait aujourd'hui... Voilà, ils essayent d'avoir... De développer une sorte de coalition qui puisse les aider, éventuellement les aider, etc. En ce qui concerne la réponse militaire, moi je ne suis pas du tout spécialiste des questions militaires, mais disons, je pense qu'il va y avoir l'idée de l'Iran, si vous voulez, aujourd'hui la situation dans laquelle on est, c'est un peu le cauchemar de l'Iran, parce que depuis le début, l'Iran voulait éviter un conflit ouvert avec Israël et surtout les États-Unis, parce que la faiblesse de l'Iran, on la connaît, ils n'ont pas d'avions. C'est assez simple parce qu'il y a des sanctions, ils ne peuvent pas acheter d'avions. Et ils ont des faiblesses pour leur système de défense antiaérien, parce que c'est quand même, il faut voir, l'Iran, c'est quand même 3 fois la France en termes de superficie. Donc c'est compliqué à défendre. Donc si vous voulez, ça c'est un peu leur cauchemar. Et ils font quand même très attention. On entend ça, il y a plein de discussions des experts d'Iran, donc il faut faire attention, il ne faut pas donner un nouveau prétexte aux États-Unis pour développer, accentuer la riposte. Et dans ce cas-là, effectivement, l'Iran ne peut pas gagner. Ils le savent, si vous voulez. Donc, ils sont en train de voir... Donc, l'hypothèse de s'attaquer, par exemple, aux bases américaines, c'est exclu. Exclu. Évidemment que ça fait partie des armes possibles, potentielles de l'Iran. Mais ça serait suicidaire. Suicidaire, il faut faire attention à ce qu'on dit actuellement. Mais c'est vrai que ça ne va pas dans le sens d'éviter, on entend ça dans les spécialistes, ne donnons pas des prétextes aux Américains pour renforcer la guerre. Déjà, les Israéliens nous attaquent, on a assez de problèmes. Alors si en plus, il y a les Américains nous attaquent, donc ça va poser un problème. Donc ils sont inclus dans cette phase. Alors par contre, ce qui est aussi dangereux, qui est discuté, c'est la sortie du traité de non-prolifération. Alors pour l'instant, ils ne sont pas là, mais je crois que ça a été... La menace a été brandie. D'ailleurs, je crois qu'il y a une commission, la commission sécurité, pour être très précis, du Parlement, l'a voté. Mais il faut que ce soit, vous savez, il y a plusieurs... L'Iran, c'est compliqué de prendre des décisions. Je crois qu'il y a le conseil s'appelle conseil, comme les États-Unis, ils ont le Conseil national de sécurité, doit approuver ce type de décision. Et ça voudrait dire quoi concrètement si jamais c'est... Dans ce cas-là, ils vont vers la bombe nucléaire. Là, effectivement, on a parlé pour l'instant, ils n'avaient pas pris cette décision, mais enfin, il faut se mettre à leur place. Ça voudrait dire qu'ils pourraient continuer... Mais, si vous voulez, ils ont sans plus jamais Il faut réfléchir à ce qu'on fait actuellement. Ils ont l'expertise pour y aller. Il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères iranien, qui n'est pas un rigolo, je veux dire Ralosi, il a fait une déclaration il y a 2-3 mois, il a dit on peut faire une bombe atomique, mais on n'a pas pris la décision de le faire, exactement ce que je vous ai dit. Donc maintenant, ils voient qu'ils sont attaqués, le droit international n'existe plus, on les attaque, on bombarde allègrement, etc. Donc il y a des durs en Iran, je ne dis pas qu'ils ont pris la décision, mais il y a une discussion sur le fait, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une véritable dissuasion? Et dans ce cas-là, effectivement, le scénario à la Corée du Nord, on sort du TNP et on prépare une bombe nucléaire. Mais je veux pas dire, je dis pas du tout qu'ils ont pris cette décision. C'est un peu ce qu'on entend dire actuellement à Téhéran. Je donne la parole dans un instant, William Jordan. Là, si on poursuit cette hypothèse évoquée par Thierry Coville à l'instant, imaginez que l'Iran sort du traité de non-prolifération nucléaire, qui donne des obligations, notamment de surveillance des installations. Ce ne pourrait être possible que si, contrairement à ce que dit l'administration Trump aujourd'hui, les installations n'ont pas été complètement détruites. Trump a dit on a visé dans le mille, voilà, on a tout détruit, c'est fini. La réalité est sensiblement différente, vraisemblablement. Oui, puis ce traité d'ailleurs il permet l'utilisation du nucléaire civil, on oublie de le dire, et donc alors que dans les négociations qui avaient lieu avant, il interdit la fabrication bien sûr, et du coup dans les négociations qui étaient une ligne rouge pour les Américains, oui, ça allait contre le traité aussi, donc il faut être comme ça. Sur l'état du programme nucléaire aujourd'hui, il y a, alors si on regarde d'un point de vue matériel, j'ai envie de dire, les
deux principaux sites d'enrichissement qui sont Natanz et Fordo ont été frappés. Alors Natanz avait déjà été touché par les Israéliens, il y a une partie en surface qui avait été détruite, mais la partie souterraine, là où il y a réellement l'enrichissement, là où on va jusqu'à 60% justement, avait été en partie touchée. On ne sait pas jusqu'où exactement, mais avait été en partie touchée par les frappes israéliennes. Les Américains sont passés derrière avec leurs fameuses bombes qui vont plus en profondeur, donc il y a des chances quand même que ce soit assez abîmé. En revanche, à Fordo, on voit sur les images que un certain nombre de bombes, les fameuses GBU 57 qui vont jusqu'à 60 mètres de profondeur avant d'exploser, ont touché le site. Il y a 14 bombes de ce type-là entre Natanz et Fordo, sans qu'on sache exactement combien sur chaque site. Cela dit, Fordo, c'est plus profond déjà. On parle souvent de 80 mètres. Raphaël Grossi de l'AIEA, donc l'agence de l'ONU chargée de la sécurité nucléaire, a dit être allé et a dit que ça allait même jusqu'à plusieurs centaines de mètres. A dit aussi qu'il y avait de longues galeries, donc c'était très, très, très espacé. Et donc ce n'est pas avec juste quelques bombes que vous pouvez complètement anéantir. Et encore moins, du coup, savoir à l'heure actuelle quel est l'état du souterrain et l'état des centrifugeuses, parce que tout n'est pas dans une pièce. Le régime iranien a énormément de défauts, hein, c'est quand même pas un modèle de droits de l'homme et autres, mais ils sont pas bêtes dans leur tactique, donc évidemment ils vont pas concentrer leurs forces au même endroit. Donc d'une part, je pense que tout n'est pas complètement détruit, même s'il y a beaucoup de retard forcément dans leur programme qui va être pris. Mais il y a aussi ce que vous évoquiez tout à l'heure, les connaissances aussi. Parce que ça fait maintenant des années et des années qu'il y a des connaissances techniques, scientifiques, et que même si là, les principaux scientifiques nucléaires ont été éliminés, c'est pas la première fois. Il y a quelques années, il y en a un certain nombre qui ont été éliminés déjà par les services de renseignement israéliens. Ça n'a pas empêché les Iraniens de continuer à avancer dans leurs connaissances et de développer leur programme. Donc ils ont aussi l'habitude de préserver ces connaissances-là, de pas simplement dire tiens, Monsieur Coville il connaît ça par cœur et puis s'il est plus là, il se passe plus rien. Non, tout va être répertorié, sauvegarder ces connaissances transmises aussi pour qu'ils puissent avancer. Donc ils essayent de se protéger de cette manière-là. Benyamin Netanyahou a dit après les frappes américaines sur ces 3 sites nucléaires, je cite, que Donald Trump avait pris une décision audacieuse qui changera l'histoire. William Jordan, j'ai une question qui me taraude en vous écoutant. Il convainc qui aujourd'hui Donald Trump en disant on a fait ces frappes chirurgicales, maintenant on va faire la paix, on va revenir à des négociations dont on est sorti avec fracas il y a 8 ans. Il convainc qui en fait? Je pense que, bien évidemment, dans un premier temps, c'est le public américain. Il tente de convaincre ceux qui sont très critiques vis-à-vis de lui que malgré tout, j'ai pris la bonne décision. C'était finalement, comme on a dit en 2017, le JCPOA était le pire deal de l'histoire. Le traité sur le nucléaire, l'accord sur le nucléaire iranien. Voilà, l'accord sur le nucléaire. Donc il fallait se retirer, il fallait réimposer les sanctions, il fallait mener une pression maximale sur l'Iran. Et je voudrais, tout simplement parce que je suis tout à fait en accord avec ce qu'avançait comme propos Thierry Coville, mais il faut rappeler la frappe ou l'assassinat de Qassem Soleimani. En 2020. On a frappé sur le sol irakien, donc sur le sol d'un soi-disant allié des États-Unis à l'époque. Ça a encouru beaucoup de risques, mais il n'y avait rien comme réponse immédiate de la part des Iraniens, sauf les attaques par les milices irakiennes sur l'ambassade des États-Unis et quelques postes militaires. Et qu'est-ce que ça dit, ça? Qu'est-ce que ce précédent à mon avis, ça a dit à Trump que, parce qu'à mon avis, les Iraniens sont maîtres de ce qu'on appelle la patience stratégique. Ils attendent, ils sont prêts à attendre le bon moment et la bonne cible pour riposter après. Mais je pense que Trump a décidé à cette époque-là que l'Iran était plutôt un tigre en papier. C'était pas forcément une menace qui voudrait. C'est pas un pays
qui voudraient riposter contre les États-Unis par peur des conséquences considérables si les États-Unis entrent en opération militaire intense contre lui. Donc, à mon avis, c'était un signe de force pour montrer aux Américains, ouais, c'est ça dont je suis capable, mais aussi pour les autres, si on pourrait dire que dans l'Occident, les Européens restent toujours des alliés des Américains, mais parce que je pense que ça commence demain, le sommet de l'OTAN. Ouais. Donc, on pourrait imaginer que ça serait, ces frappes seraient au centre des discussions en coulisses. Et donc, il est probable que Trump va s'entretenir avec des leaders, même comme le président Macron, mais surtout le chancelier Merz, qui, à mon avis, sont assez favorables à ces frappes pour finir enfin avec ce dossier. Le chancelier allemand qui a dit la semaine dernière que Israël, à l'époque, avant que les États-Unis interviennent, faisait, je cite, le sale boulot pour les Américains, ce qui a provoqué des remous chez les 27. Oui, et les Américains, même le boulot sale plus, c'est-à-dire de frapper les sites les plus inaccessibles. Bon. Autre incertitude, Thierry Coville, ou contradiction apparente, quoique les dernières déclarations de Donald Trump peuvent à nouveau faire douter, mais c'est vrai que l'histoire va tellement vite qu'il ne faudrait pas s'arrêter à chaque petite phrase sur l'intention israélienne et celle américaine pour l'après. Netanyahou a assumé à la télévision américaine que éliminer le guide suprême restait une option, qu'un changement de régime était une option. On sait qu'il y a des pressions israéliennes au sein de la société iranienne pour que ces frappes soient accompagnées aussi d'un mouvement populaire qui viendrait peut-être à permettre... si ces deux alliés ne sont pas raccords sur le coup d'après, où va-t-on ? Non, mais si vous voulez... À partir du moment où on ne respecte plus le droit international, vous dites, c'est parce que c'est important. Effectivement, c'est la loi du plus fort, c'est l'ambiguïté, je fais ce que je veux. Donc c'est pour ça, je veux dire, les gens, aujourd'hui, on a l'impression que c'est optionnel. Mais je pense que c'est un monde très, très dangereux. On pourrait évoquer le message que ça envoie à Vladimir Poutine. Mais oui, puis je veux dire, évidemment, alors Poutine, c'est pas bien quand il attaque l'Ukraine parce qu'il y a une menace existentielle, mais enfin, Israël, c'est bien. Et demain, si l'Inde s'estime menacée par le... C'est pas tout à fait le même type de menace. Et donc, mais écoutez, là, excusez-moi, votre propos, c'est pas contre vous, c'est faux. Dire, ou bien on respecte quelque part le code de la route, ou bien on ne respecte pas. Là, c'est le droit international. Alors, vous me dites, oui, c'est pas le même type de menace. Alors, où va-t-on ? Qui va décider ? Le pays en lui-même ? Non, là, je pense que là, c'est très dangereux. Donc, on est en pleine ambiguïté, je veux dire, c'est la loi du plus fort, effectivement, c'est la loi de la jungle. Donc, vous me demandez de commenter. Si vous voulez, quelque part, ces questions-là, j'ai l'impression de revenir un peu 2003. Enfin, je veux dire, on dirait que les Européens, notamment, excusez-moi, parce que en tant qu'Européens, ont complètement oublié... 2003, vous voulez dire l'attaque de l'Irak, la catastrophe, la naissance de l'État islamique, on nous promettait la démocratie, et notamment Benjamin Netanyahou, quand même, il ne faut pas oublier, il faut retrouver sur YouTube quand il vient au Congrès américain dire « Oui, allez-y sur l'Irak, etc. » La catastrophe que ça a été, l'Irak s'en remet toujours pas, etc. Donc évidemment, Saddam Hussein était un dictateur, les Iraniens le savent bien, mais je veux dire, le changement de régime, la démocratie, tout ça, c'est des fables. Regardez la Libye. Les milices, le trafic d'armes qui est utilisé par des milices qui mènent des actions terroristes éventuellement contre nous, etc. Donc en plus, l'Iran qui est en train de négocier, on vient de parler de toutes les atteintes au droit international. On a l'impression d'une boîte à outils qui ne respecte plus le droit international, qui ne respecte plus les droits des peuples. Et moi, j'étais à une conférence, le hasard, je ne vais pas en parler, en Iran, et parmi les critiques par rapport à la position européenne, disaient, on a un petit problème avec les Européens, c'est qu'ils se présentent comme le pays des normes, les droits de l'homme, les droits internationaux. Regardez Gaza, et là, regardez ce qui se passe. Le droit international n'existe plus. Il y a des déclarations du chancelier allemand, moi je trouve honteuses, parce qu'il ne faut pas oublier, alors je parle sous le contrôle de monsieur, les Européens 2003, c'est ça, les 3 ministres des Affaires étrangères européens, Fischer, Stroh et De Villepin, par une décision courageuse qui fait honneur à la diplomatie européenne, vont en Iran, parce qu'il y avait un risque de guerre à l'époque déjà, George Bush fils voulait attaquer l'Iran, et ils obtiennent la suspension de l'enrichissement d'uranium par l'Iran. Alors ça n'a pas marché ensuite, etc. Mais on est passé en 20 ans de l'idée de régler le problème nucléaire iranien, je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème,
par la négociation, sans perte de vie humaine, c'est quand même nos valeurs européennes, à des déclarations. Excusez-moi, même le président français et son ministre des Affaires étrangères, maintenant on valide l'attaque israélienne, puis ensuite on dit « Ah ben non, il ne faut pas changer de régime ». Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous validez cette attaque, excusez-moi, vous pensez que Netanyahou allait s'arrêter là? Alors, ne parlons pas de la déclaration de Mers, qui est, moi, je pense, honteuse. Alors, ça s'en parle au domaine politique. Donc, écoutez-moi, ça a fait un virage à 180 degrés de la diplomatie européenne. Comment voulez-vous être efficace dans cette question? Si on considère que l'important, c'est le droit international, on en a parlé, la paix, écoutez, la proposition européenne, je dis les faits, hein. Donc moi je me suis dit, enfin les Européens se réveillent, vous savez, il y a eu cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères iranien, je crois que c'est, et les 3 membres de l'Union européenne. Hier. Oui, hier. Et l'idée c'était quand même moi je me disais, enfin, on rentre dans le terrain, on va essayer d'avoir la paix. Est-ce que vous avez vu la proposition européenne aux Iraniens? Imaginez la tête, je me disais, la tête du ministre des Affaires étrangères iranien. Son pays est attaqué, en dehors du droit international. Leur seul moyen de défense, je ne dis pas que c'est bien, c'est les missiles. Les Européens, leur disent, bon, on va discuter, hein. Maintenant il faut négocier, donc plus d'enrichissement d'uranium, ce qui est contraire quand même à ce qu'il y avait... C'est un changement de doctrine. Changement de doctrine, changement contraire au droit international, puisque le droit de l'Iran à enrichir l'uranium, c'est des faits, hein, était validé par une résolution des Nations Unies. Donc on s'assoit sur le droit international maintenant, tranquillement. Et puis surtout on leur dit, oui, on va contrôler votre programme balistique. Donc vous imaginez comment vous... Je veux dire, en économie, on appelle la théorie des jeux. Quand vous dites quelque chose, vous imaginez la réaction de celui d'en face. Comment voulez-vous qu'il accepte? Donc tout ça, je veux dire, moi je suis, alors on parlait du côté orwellien, je suis consterné par la position européenne. Je veux dire, la seule chose, d'habitude, Donald Trump, j'ai du mal avec ce qu'il dit. Alors quand il a dit que juste après la rencontre, les Européens ne comptaient plus pour rien, ou je ne sais pas ce qu'il a dit, là je me dis, enfin il dit quelque chose. Ça promet une bonne ambiance demain au sommet de l'OTAN, auquel Donald Trump est attendu, sauf changement de... Tout est possible, hein, ayant quitté le sommet du G7 précipitamment il y a quelques jours. À quel moment, effectivement, Antoine, les Iraniens seraient en situation de revenir à une table de négociation? Je reprends, enfin, c'est pas que je reprends, mais un responsable iranien disait hier, mais la table, en fait, elle a explosé, la table. Donc, autour de quelle table on se retrouve? Oui, ils disent que c'est une trahison de la diplomatie. Alors, c'est pas complètement faux, parce que Donald Trump dit négocions, parlons, etc. Et il frappe en même temps. Donc, forcément, de facto, il faut bien reconnaître ça. Et je vous réponds en rebondissant en même temps sur ce que vous disiez. Quand on se place, moi, je trouve qu'on se place toujours que d'un côté ou autre. Nous, occidentaux, on a tendance à oublier de regarder un peu comment peuvent vivre les autres. Ça ne veut pas dire les excuser. Et quand on regarde du côté iranien, et moi, pour y être allé plusieurs fois, quand même, en reportage, à 6 reprises notamment, et avoir beaucoup parlé, et travaillé avec eux et travaillé là-dessus, il y avait le traumatisme de la guerre Iran-Irak, où il disait, pendant la guerre en Irak, on a été attaqué par des armes chimiques, par Saddam Hussein à l'époque, et là, le monde nous a pas défendus, ils ont au contraire défendu Saddam Hussein. À partir de là, on s'est dit, il faut qu'on se défende nous-mêmes. Je suis pas d'accord pour dire qu'il faut une bombe nucléaire, même s'ils n'y étaient pas, ils en prenaient le chemin, mais il y a ça. Ils voient aussi qu'Israël a pu construire une bombe nucléaire en cachette, secrètement, c'est toujours pas officiellement annoncé, mais tout le monde le sait, et qu'on ne leur dit rien. Donc ils se disent, il y a un 2 poids 2 mesures, et notamment sur la question du droit international, même si on ne peut pas dire que le régime de la République islamique soit un grand respectueux des droits d'une manière générale, rappelons-le quand même. Donc vous avez ça d'un côté, et en même temps, ils ont joué avec le feu depuis des années, et en effet, il n'y a pas de respect du droit international, et je vous rejoins, les frappes israéliennes, les frappes américaines ne respectent pas le droit international, mais malheureusement, on sait qu'on est dans ce monde-là, et l'Iran a voulu, dans un jeu un peu de dissuasion aussi, monter sur son programme nucléaire, et à force de jouer avec le feu, a fini par se faire frapper. Alors, par différents intérêts, j'en rappelais certains tout à l'heure. Mais du coup, maintenant, il y a la question de la diplomatie. Je reviens à votre question, je ne vous ai pas oublié. Il y a 2 choses, c'est que l'Iran ne peut pas ne pas réagir, et en même temps, après la mort de Soleimani, où tout le monde s'est dit ils vont réagir fortement, ils l'ont fait par des proxys, de manière... Certes, ils ont frappé des bases militaires, mais ça aurait pu être bien pire en tout cas, et on s'attendait à ce que ce soit pire, parce que Soleimani était un personnage extrêmement central de la République islamique. D'autant que l'Iran d'il y a 5 ans est moins fort, était plus fort que l'Iran d'aujourd'hui. Ils ont été un peu affaiblis là. Et en même temps, le pari de Trump, c'est de dire, certes, il est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, anti-guerre, il s'est toujours présenté comme ça, mais il s'est toujours aussi présenté comme anti-nucléaire iranien. Et comme là, il a été mis dos au mur par Netanyahou, qui a fait voler en éclats ses négociations, il s'est dit, le seul moyen, c'est peut-être, pour pas paraître faible, comme vous le disiez tout à l'heure, bien d'aller frapper une bonne fois pour toutes pour finir le boulot, c'est ce qu'ils essayent de faire, et de se dire, ils sont tellement affaiblis maintenant qu'ils ne peuvent que accepter de négocier. Maintenant, il y a eu cette rencontre avec les Européens hier, qui n'ont
pas beaucoup de poids sur cette question-là aujourd'hui. Ils ont les connaissances sur le dossier nucléaire iranien, mais entre ce que va faire Israël et ce que vont faire les États-Unis, les Européens n'ont pas de poids. Mais ça peut permettre au moins de se dire, ok, la diplomatie peut potentiellement exister, mais il va falloir pousser par contre sévèrement les Américains à accepter de négocier. Et les Iraniens aussi, parce qu'il y a aussi une fierté, c'est aussi un pays qui est attaqué, qui du coup se dit mais je ne veux pas paraître faible, moi qui essaye de montrer que je suis le plus puissant de la région depuis des années. Donc tout ça est très compliqué, on marche sur des œufs de tous les côtés. À propos de fierté, William Jordan, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez Donald Trump qui est de l'ordre de l'hubris, quoi? Tout se passera par moi, que ce soit la guerre, que ce soit la paix, il faut forcément que j'en sois. Oui, non, mais c'est sûr. À mon avis, on n'a pas évoqué ça, mais à mon avis, malgré tout ce qui se passe du jour au lendemain en Iran et dans la région, une vraie question se pose sur l'avenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on envisage comme dynamique ou comme ordre des pays dans la région. Est-ce qu'on accepte, par exemple, une hégémonie israélienne sur la région? Est-ce que Trump pense sérieusement à une sorte de cogestion de cette hégémonie, une sorte de paix israélo-américaine? Vous posez une question rhétorique? Je ne sais pas, mais franchement, je pense que pour Trump, ce qu'il veut surtout, c'est de rester au centre de toutes les configurations, toutes les discussions. On verra ça dans tel ou tel contexte à partir de demain à Bruxelles sur l'OTAN, l'avenir de l'OTAN. On a déjà décidé chez les Européens de suivre ce que Trump demande d'eux. Et on va voir, comme on vient d'être évoqué, une sorte de take it or leave it. Il faut le prendre parce qu'il n'y a pas d'alternative. Oui, et franchement, mais le vrai problème, on bafoue tous les jours, je suis tout à fait d'accord, l'ordre international. On est dans une logique de puissance et de pouvoir qui compte surtout et qui prévaut. Et donc, dans ce contexte-là, c'est la loi de Trump. On dit, je pense que c'était... j'ai entendu ça sur la BBC hier. On fait tout dans l'ombre de Trump maintenant. Et aux États-Unis, on voit ça en termes de sa politique interne, et on voit ça de plus en plus sur la scène internationale. Et moi, je pose la question toujours, où doit-on aller pour que finalement les Européens rentrent vraiment avec Washington pour essayer de prendre contrôle du centre de le soi-disant monde occidental, free world. Thierry Coville, il n'y a pas de sortie de secours? Il n'y a pas d'issue? Alors, si, je pense que justement, je pense que j'ai peut-être pas été assez clair, dans les options possibles, il y a effectivement la diplomatie. Donc, en dépit de tout ce qui se passe, je pense qu'elle n'est pas écartée par les Iraniens. C'est pour ça, d'ailleurs, justement, qu'ils se préservent l'avenir en ne répondant pas directement, pour l'instant, prudent, aux attaques américaines. Donc les Européens, même s'ils proposent pour l'instant des choses qui sont inacceptables, selon ce que vous disiez pour les Iraniens, ils sont dans le bon chemin de continuer à discuter. Ils sont hors jeu. La véritable question, c'est qu'est-ce qui va se passer entre les Iraniens et les Américains. Donc il faut revenir à ces négociations, si vous voulez, parce que moi j'entends beaucoup de choses, il faut peut-être rappeler aussi des vérités. Donc ces négociations sont importantes parce qu'effectivement elles visent quelque part... Alors, c'était un peu... Trump, il dit aux Iraniens, on va discuter pour régler cette question du nucléaire iranien. Il faut voir ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il a dit par la question pacifique, parce que je ne veux pas attaquer l'Iran. Donc les Iraniens
Alors le guide est contre au début, finalement il accepte. C'est pas rien pour les Iraniens d'accepter de négocier avec les États-Unis, notamment le guide Ali Khamenei qui les haït. Voilà. Ces négociations commencent. Alors écoutez, regardez, ce que je vous dis, c'est des faits. Et encore plus avec Trump d'ailleurs, qui était sorti du truc. Voilà, si vous voulez, j'ai pas le temps voilà, non, mais c'était une grosse question pour les Américains. Les Iraniens, ils acceptent. Première séance de négociation, et là moi je vous parle des faits, c'est trop facile de dire. Je parle des faits. Steve Witkoff, il dit OK pour l'enrichissement d'uranium à 3,7%. Il faut le dire quand même, parce qu'on nous raconte la fable, c'est oui, les Iraniens, ils cherchent à perdre du temps, etc. Donc Witkoff, il dit aux Iraniens ce qu'ils attendaient. Nous, ce qu'on veut faire un petit peu, c'est ce qu'on a fait en 2015. Vous aurez le droit d'enrichir l'uranium à 3,7%. Il le dit. Les Iraniens disent on est prêt à vous donner des garanties que le programme nucléaire, ce qu'on disait au début, ne va pas vers le militaire, et en échange d'une levée des sanctions, parce que c'est important pour nous, on s'est fait quand même avoir avec Trump en 2018, on veut des garanties, etc. Alors, Witkoff, je crois, il faut voir combien de fois il a changé d'avis. Je crois 2 ou 3 jours après, il fait un tweet, il dit « Ah ben non, pas d'enrichissement d'uranium pour l'Iran ». Vous imaginez la tête des Iraniens. Donc les Iraniens se sont accrochés à cette idée, ils ont continué à négocier en disant « On peut quelque part avoir un accord qui ressemble à celui de 2015 ». Avec cette idée d'enrichir l'uranium. Il faut dire un petit peu ce qui s'est passé. C'est facile de passer dans le commentaire de la guerre, etc. À un moment, les Iraniens ont commencé à en avoir marre. On dit à Witkoff, on voudrait une proposition écrite, parce que voilà, quelque part, ils changeaient quand même d'avis assez souvent. Les Américains ont fait une proposition écrite. Alors, personne ne sait ce qu'il y a. C'est que la presse américaine qui a commenté. Il y a une idée acceptée par les Iraniens d'avoir un consortium régional qui produirait de l'électricité avec le nucléaire. Il y aurait l'Arabie Saoudite dedans. Ça, les Iraniens sont pour. Leur gros problème, j'en reviens, c'est vraiment ils veulent continuer à enrichir l'uranium parce que c'est un pays obsédé par la dépendance étrangère. Donc, pour eux, développer un programme nucléaire où ils seraient obligés d'importer le combustible d'un autre pays, pour eux, sur le plan même sécuritaire, c'est pas acceptable. Donc ça, c'est une question importante pour eux. D'après ce qu'on sait, les Américains n'ont pas donné une réponse claire. Il y a des bruits qui disent que même Witkoff avait dit OK pour enrichir l'uranium. Ce que j'ai du mal à comprendre, je crois, vous m'expliquerez, donc le secrétaire à la défense américain dit oui, mais tout est clair, on a donné 2 mois aux Iraniens pour négocier, 61e jour, on attaque. Mais c'est une fable. Comment il ose dire ça? Il y avait, suite à cette proposition américaine, juste je termine, pour voir dans quel état sont les Iraniens, quand on leur dit de négocier. Les Iraniens ont dit non, parce qu'ils voulaient avoir le droit d'enrichir l'uranium. Mais il y avait une 6e séance de négociation prévue. Qui était prévue à Oman. Et donc les Israéliens attaquent pour aussi torpiller ces négociations. Et ensuite, les Américains disent « Oh, mais vous avez donné 2 mois ». Et tout ça, c'est faux. Donc c'est vrai qu'on est le côté orwellien de l'affaire. Je suis d'accord. Mais les Iraniens croient toujours à la possibilité de négocier. Ouais, mais et la boucle est bouclée. Malheureusement, le temps nous manque. Mais je suis sûre qu'on aura le temps de reparler de ce dossier. Je vous invite à relire 1984. Est-ce que ça permettra d'éclairer ce qu'on s'est dit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une pensée qui résonne. Merci infiniment Thierry Coville d'être venu sur ce plateau. Iran, la révolution invisible à lire à la découverte. Merci beaucoup William Jordan d'être venu sur ce plateau. Antoine Mariotti, vous étiez ici chez vous. On peut parler de votre livre CIA, le nom m'échappe. L'agence Histoire secrète de la CIA. Oui. Merci infiniment. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure. À tout à l'heure.